Regardons le portrait. L'agriculture industrielle existe depuis 50 ans. Les gens n'ont pas conscience que, par exemple, parlons du bio, que le bio, pour les gens, ils pensent que c'est neuf. Mais l'agriculture a été biologique pendant les 10 derniers 1000 ans. C'est l'agriculture conventionnelle qui est nouvelle. C'est celle qui utilise des intrants chimiques qui est complètement récente. Et en 50 ans, on a détruit les rivières, les lacs, on retrouve dans le sol, on a les OGM, on a la pollution chimique, on a maintenant de plus en plus de médecins qui s'interrogent sur le lien entre les pesticides, herbicides et les cancers. En 50 ans. Est-ce qu'on est capable encore de vivre ce régime-là pendant encore 50 ans? Et pendant ce temps-là, il y a de moins en moins de fermes de par le monde, sont de plus en plus concentrées. Les maladies alimentaires sont galopantes, les empoisonnements aussi. Moi, je suis assuré que l'agriculture conventionnelle et chimique va disparaître d'ici 50 ans. C'est ce que je pense. Là, on a le nez collé, là, on court, tout le monde court là, à la moindre pièce en agriculture parce qu'il n'y en a pas d'argent à faire en agriculture. Vous voulez vivre pauvrement ou à peu près, là, ou arriver à devoir obliger femmes et enfants à travailler, même au Québec, c'est une réalité, bien, allez faire de l'agriculture. Sauf que la réalité, c'est que c'est ce modèle-là qui va disparaître. Il y a un truc que j'avais entendu, à un moment donné, que j'ai trouvé génial. C'est pas tout le monde qui le trouve génial, mais Monseigneur Cardinal Ouellette. Oui, l'archevêque de Québec. L'archevêque de Québec. Puis là, il était en entrevue, puis il disait, pour critiquer l'Église catholique, puis là, il posait la question sur la confession individuelle. Il disait, le journaliste lui pose la question en disant, bien, la confession individuelle, c'est quoi cette affaire-là? Les gens se confessent plus. Il dit, les gens se sont jamais autant confessés de toute l'histoire. Puis là, tu essaies de le voir venir, mais il dit, écoutez les lignes ouvertes, la télé, les magazines. Les gens se confessent littéralement partout, exposent leur vie, leurs problèmes, leurs bobos, comme s'il n'y a plus de jardin secret, tu sais. Ça, c'est dangereux. Les gens arrivent, on les prend, là, ils font toutes sortes de trucs. Là. Les gens s'exposent, occupation double, tout ce que tu voudras. Ils mettent leur vie au grand écran pour gagner des prix. Je disais ça, moi, puis ensuite de ça, bien, là, on est dans une illusion qu'on avance, puis que les choses changent, puis ensuite, on essaie de penser. On n'a jamais autant fait sur place. Il y avait un groupe d'intellectuels, en tout cas de toutes sortes de monde, qui, en France, avait lancé l'idée, pour les Français, d'intégrer le ministère de l'Agriculture à celui de la Santé. Que ce soit un super ministère. Et l'idée de base, je la trouve géniale. C'est-à-dire que c'est Hippocrate, le tout premier, le père des médecins, qui disait « Tu es ce que tu manges et donc que ton aliment soit ton remède, et ainsi de suite. » Parce que tout passe par l'alimentation. L'obésité, on parle d'obésité, bien, ça passe par l'alimentation. On parle de diabète. Dans les maladies les plus importantes, cancer, diabète, obésité, ce sont les 3 maladies de base. Même mettons le cœur en plus là-dedans. Les artères bouchées, c'est quoi? C'est l'alimentation. Le diabète, c'est quoi? C'est l'alimentation. L'obésité, c'est quoi? C'est l'alimentation. Puis peut-être qu'au bout du compte, les cancers, on va se rendre compte que c'est de l'alimentation. Parce qu'avec tout ce qu'on peut mettre comme, excuse-moi, mais comme merde dans notre nourriture, puis moi, je le sais, comme agriculteur, j'en ai vu, j'ai travaillé sur des fermes comme ça, ce que j'appelle littéralement, ça fait beau, pesticides, ça peut sonner pas trop pire, mais il faudrait dire plutôt poison. C'est des poisons. Bien, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème. Je ne veux pas rentrer dans un grand débat, là. T'es croyant? Oui, je suis un gars qui... Oui. Okay. Croyant pratiquant, là, en plus, là. Fait que... Pratiquant? En plus, oui. Ah ouais? Fait que... Ça aussi, ça détonne, ou... Ben, à moins que j'ai une perception ça détonne. fausse, ça détonne de... Ça détonne. Ouais. Mais... Je sais pas, ça n'a pas été de toute époque, là. Je veux dire, j'ai eu probablement comme... Bon, c'est sûr que moi, je viens d'un bagage quand même, parce que le bagage est encore là. C'est-à-dire que j'ai été éduqué dans la foi catholique, comme certains encore de mes amis. Oui. La plupart ont évidemment tout rejeté une bonne partie ou tout le bagage. Moi, j'étais une époque très en réaction aussi. Puis à un moment donné, en voyageant, entre autres, j'ai remarqué la solidité de cette foi-là. C'est un véhicule personnel. Comme parent, j'ai demandé au ministère de retirer leur fameux cours de culture éthique religieuse qui s'en vient. Pour donner quoi? Rien. Donner du français de plus, donner des mathématiques, donner de l'histoire, donner quelque chose de la matière. On dit que nos jeunes sortent avec un manque de matière.
donnons ça. Merde, c'est pas à l'État enseigner la foi ou la religion ou les religions, c'est le rôle des parents. S'ils veulent transmettre quelque chose, s'ils veulent rien transmettre, c'est pas... Qu'il y ait des valeurs communes, j'ai pas de problème. Mais qu'on aille ensuite dans les écoles, enseigner les religions et qu'on confie ça à un comité d'experts, de pédagogues, moi, ça m'énerve. Mais littéralement. Moi, la première chose que je ferais, si je pouvais avoir un effet sur la gouvernance, par exemple politique, ce serait d'obliger tout nouveau député, durant les 2 premières années de leur mandat, à suivre des cours obligatoires. Ça ferait partie de la formation 101 pour devenir au service d'une collectivité. Philosophie, sociologie, éthique du travail, éthique des relations, administration. Parce que gouverner des États de 6, 7, 8 millions de personnes et plus, c'est d'une responsabilité tellement lourde. Hey, on paye des décisions actuellement, on paye encore, nous les jeunes de la génération X, on paye des trucs, des mauvaises décisions prises il y a 30 ans. Je me dis, merde, si les gens avaient réfléchi. Oui, le cliché, c'est quasiment quelque chose qu'on entend souvent. Je ne sais pas si on l'entend souvent, mais est-ce que je le fais pour mes enfants, pour le domaine de mes enfants, puis ainsi de suite? Ben oui. Ça, toi, c'est dans ton credo, c'est là, toujours c'est présent. là. On n'a pas idée ce que ça coûte de vivre nos modes de vie actuels. Puis que si le reste de la planète veut nous accoter question alimentaire, là, attachons notre tuque parce que la disparition de la couche d'ozone, puis le reste, puis les gaz à effet de serre, tout ce que tu voudras, on n'y arrivera pas. C'est pas compliqué, on n'y arrivera pas. Je vais voir des jeunes, je fais des conférences des fois, je dis aux gens, à partir d'aujourd'hui, là, le gouvernement a décidé que, vu le réchauffement de la planète, vous avez une seule voiture pour le restant de votre vie. Alors, je leur demande, qu'est-ce que vous allez faire? Et les gens savent exactement quoi faire. Ils vont dire, je vais mettre la meilleure essence dans ma seule et unique voiture, la meilleure huile. Le moindre bobo, je la rentre au garage. L'hiver, je vais la mettre à l'intérieur. Je vais lui mettre une anti-rouille chaque année. Et là, je leur dis, oui, mais la vie a décidé que tu avais un seul corps pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que tu fais? Et les gens s'attendent à ce que le seul corps qu'ils ont toute leur vie roule comme une Ferrari avec la moins bonne des huiles, la moins bonne des essences. Et ils espèrent, ils espèrent réellement là, obtenir le même rendement que s'ils avaient une Ferrari. Mais c'est impensable. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils vont? La première affaire qu'ils font dans un supermarché, c'est chercher la chose qui coûte le moins cher. On s'entend-tu que la chose souvent qui coûte le moins cher, c'est pas nécessairement la chose qui a été produite à côté de chez vous, nécessairement dans toutes les plus belles, je pense en tout cas, les règles de l'art qui permettraient d'avoir une nourriture santé. Ça peut être souvent un produit surtransformé ou vite fait. Donc, il faut que les gens reprennent contact avec l'agriculture. Mais en même temps, à travers ça, il y a un problème générationnel, je pense qu'il y a même qui s'introduit. Qui cuisine encore? Là, je viens de voir des statistiques. Là. La France, qui était la championne, hein, qui résistait... Gastronomie... Ben oui, oui. Qui était la championne de la résistance au prêt-à-manger. Bien là, on vient de voir les chiffres du prêt-à-manger exploser. On fait des sondages chez les jeunes filles et jeunes garçons. Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer, c'est encore les femmes qui sont les reines de l'alimentation dans les maisons. C'est elles, c'est par elles que tout passe. Bien là, le savoir culinaire se perd. La capacité des jeunes femmes françaises à faire de la cuisine puis tout ça se perd. Donc, on en arrive à quelque chose de très paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'émissions de télé qui parlent de bouffe, mais en même temps, on continue à acheter de plus en plus du prêt-à-manger. Je pense que les gens vont se rendre compte que toutes ces choses-là sont complètement convergentes. L'environnement, l'alimentation et leur santé, un seul et unique vaisseau, la planète, tout ça est littéralement convergent. Puis s'il n'y a pas une prise de conscience globale, on ne change pas. Ça, on aurait pu en parler longtemps. Moi, ça, c'est une affaire aussi, la condition masculine, tu sais. Ça... Parce que, sais-tu comment je l'aborde? Par les filles. Ouais. La quantité d'amis de filles que j'ai, puis qui me disent pas capable de trouver un gars fiable. Fait que là, je suis obligé de leur dire... Toi, t'es pris. Je suis obligé de leur dire que je suis marié. Ouais. Fait que là, mais